Bonjour à tous, on vous propose donc aujourd'hui une tribune avec des regards croisés autour de la transition environnementale et énergétique, avec plusieurs thématiques qu'on abordera, qui sont l'énergie, les mobilités, les risques naturels liés aussi à la gestion de l'eau, parce que les risques naturels en Maine-et-Loire, on est très souvent autour de l'eau, de la problématique de l'eau, et puis la gestion des déchets. Alors avec nous, 5 personnes pour échanger sur ces sujets. Hélène Kruipeninck, bonjour. Vous êtes adjointe à l'environnement, à la nature en ville et aux jardins partagés et familiaux à Angers. À titre personnel, vous travaillez aussi pour un éco-organisme. Mathieu Billiard, bonjour. On vous connaît comme président de la CCI Maine-et-Loire, Chambre de commerce et d'industrie. Ce qu'on oublie parfois, c'est que vous êtes aussi chef d'entreprise, une entreprise qui s'appelle Apsel, à Beaucouzé, qui emploie une trentaine de personnes qui travaillent sur la transformation, l'assemblage en couches superposées de matériaux, pour la plupart non tissés. Et puis Laurent Bizien, vous êtes directeur général de Martin Technologies, une centaine de personnes à Lézigné près de Durtal, spécialisé dans le marquage industriel sur plastique et métal. Vous êtes aussi coprésident de l'association Dirigeants Responsables Anjoumaine et vous participez à la CEC Industrie, c'est ça? La Convention des entreprises pour le climat. Hervé Dubosclar, bonjour. Vous êtes vice-président du syndicat du bassin de Loudon et adjoint au maire en charge de l'urbanisme à Erdre-en-Anjou, c'est au nord-ouest d'Angers. Et puis Maxime Bleskine, cofondateur, dirigeant de Voltaire à Angers, créé en 2022, c'est ça. Et puis qui a mis au point un principe de reconditionnement de batteries électriques au lithium. Et puis il y avait Jacques Malagier qui était prévu, qui est excusé, qui est directeur général de Verger d'Anjou, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. On va donc décliner avec vous cette tribune consacrée à la transition environnementale et énergétique en plusieurs thématiques. N'hésitez pas à intervenir les uns les autres sur les différents sujets. Je propose de commencer autour de l'énergie et puis de commencer avec vous, Hélène Kruipeninck, sur ce thème de l'énergie. Vous êtes donc adjointe au maire, élue également de la communauté urbaine d'Angers-Loire Métropole. Il y a deux sujets que j'aimerais qu'on aborde. D'abord, les réseaux de chaleur. C'est quelque chose que vous avez lancé à Angers, des réseaux de chaleur. Il y en a 11 ou 12, je crois, actuellement. On va doubler tout cela. En quoi ça consiste? À quoi ça sert? Et pourquoi on a créé ces réseaux de chaleur? Ça fonctionne? Oui. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci pour cette invitation à cette table ronde. Je suis très heureuse d'être là. Et je voudrais excuser Christophe Béchu qui, malheureusement, n'a pas pu être présent, retenu par d'autres obligations. Les réseaux de chaleur, qu'est-ce que c'est? Les réseaux de chaleur urbains, on les voit tout d'abord parce que ça fait des gros trous dans la voirie pour installer des tuyaux. Et après, on comprend ce que c'est quand on y est raccordé. Pourquoi? Parce que c'est une énergie qui va être produite localement, souvent décarbonée à partir de bois ou à partir parfois de déchets si on le peut. Un petit peu de gaz pour les périodes de pointe, mais c'est majoritairement du bois issu de ressources locales et qui va permettre de chauffer de l'eau, donc dans des chaufferies qui sont locales. On en a une à Montplaisir, on en a une à Belle-Beille, on en a une à La Roseraie, et qui vont comme ça pouvoir venir distribuer de l'eau chaude dans un ensemble d'habitations, des bâtiments et des équipements publics, et ainsi de fournir une énergie produite localement, décarbonée et à coût maîtrisé aux habitants de ces logements et à ces entreprises ces équipements qui en bénéficient. Il y a aussi des entreprises qui vont s'y connecter. Je pense à Atos avec sa future usine. Qui sera connectée directement au réseau de chaleur. Oui, l'idée c'est d'apporter du chaud et puis aussi donc en produisant avec ces chaufferies urbaines, mais aussi de pouvoir récupérer ce qu'on appelle la chaleur fatale des entreprises. Il y a beaucoup de procédés industriels et supercalculateurs qui vont dégager beaucoup de chaleur. On voit bien chez soi l'ordinateur qui chauffe. C'est encore plus grand quand on a des calculateurs. Et l'idée, c'est d'arriver à mettre en place des circuits qui vont venir, avec de l'eau plus froide, récupérer cette chaleur pour la réinjecter dans le réseau. Et l'ambition à Angers, c'est d'interconnecter, c'est un petit peu technique, mais d'arriver à connecter l'ensemble des réseaux existants pour qu'ils soient plus performants et surtout de doubler le nombre de personnes qui sont raccordées à ces réseaux de chaleur. Donc c'est un investissement conséquent de des collectivités sur ce sujet. Vous avez évoqué un aspect, c'est les trous dans la chaussée. C'est un petit peu bête, mais ça rejoint une question qui est celle de l'acceptation. Quand on fait des projets comme ça, l'acceptation du public et du grand public, ça a besoin de pédagogie quand on fait des choses comme ça? Oui, il y a des projets qui sont un peu plus, on va dire, techniques comme les réseaux de chaleur, où on va moins aller sur des sujets de concertation, parce que la voirie sera souvent refaite à l'identique après. Mais ce qui est certain, c'est quand on fait des grands projets à l'échelle d'une collectivité, c'est tout le rôle d'élu, il faut qu'on les anticipe pour les 50 prochaines années. On ne fait pas le projet pour les besoins d'aujourd'hui. On les fait, on a envie d'être un petit peu en avance de phase et d'imaginer ce que sera l'avenir.
Et du coup, c'est très très important d'écouter l'ensemble des habitants, de savoir où ils en sont aujourd'hui, ce qu'ils souhaitent, et d'avoir le projet qui répond le mieux à leurs attentes, quitte à les anticiper un petit peu. Mais oui, l'acceptation de tout changement, quel qu'il soit, quel que soit le domaine, nécessite beaucoup de pédagogie pour qu'il soit compris d'abord, puis accepté ensuite. Ce qu'on sait peu aussi à Angers, c'est qu'on produit du gaz à la Baumette. Oui. À Angers, on essaye toutes les solutions pour arriver à produire de l'énergie locale. Et en effet, c'est peut-être quelque chose qui est moins connu du grand public, mais on le voit quand on passe à côté de la station d'épuration de la Baumette. On a une petite montgolfière. Ce n'est pas une montgolfière, elle décollera jamais. Elle est là pour arriver à récupérer le gaz qui est issu du traitement des eaux usées. En fait, les eaux usées qu'on rejette, elles sont chargées de plein de matières organiques. Tout ça, ça a de la vie, ça produit du gaz qu'on peut arriver à récupérer avec cet équipement et ensuite s'en servir, par exemple, pour la flotte de bus du réseau de transport public. Donc oui, tout à fait. Mathieu Billard, là je m'adresse au président de la CCI de Maine-et-Loire. Avec la hausse des coûts de l'énergie depuis quelques années, j'imagine que c'est encore un sujet qui est au cœur des préoccupations des entreprises, l'énergie, qu'elle soit électrique, qu'elle soit le gaz, etc. J'ai l'impression qu'on ne veut pas qu'on parle. Le son est compliqué. Alors oui, le coût de l'énergie reste un sujet important. Je sais pas où mettre le micro pour pas que ça résonne. Le coût de l'énergie reste un sujet important, même si on voit que je ne bouge pas. Bon, on essaye. C'est de pire en pire. Le coût, non, c'est un peu mieux. C'est mieux. Donc, voilà, le coût effectivement de l'énergie est un sujet important, même si on voit que il a quand même fortement évolué à la baisse. C'est-à-dire que si on regarde le coût du kilowattheure, il est passé, pour faire simple, de 150 à 75 euros. Donc il a été redivisé par deux quand on était autour des 50, 55 avant crise Ukraine. Par contre, ce que ça a permis de prendre en compte, c'est la fragilité de certains modèles économiques liés à une énergie à bas coût. Et de se dire qu'on a besoin d'une réelle autonomie dans nos entreprises et que cette variabilité peut être catastrophique. On a quelques exemples sur le territoire d'entreprises qui étaient fortement consommatrices d'énergie. Cette hausse, notamment dans des groupes qui étaient internationaux, a eu tendance à faire que les projets qui étaient prévus sur notre territoire, des fois, se sont décalés ou ont été ailleurs. Donc nous, on est très attentifs à ce sujet et surtout comment on accompagne les dirigeants pour que demain, ils aient une énergie qui est la plus prévisible possible. Voilà. L'énergie, c'est un sujet que vous avez abordé aussi dans votre entreprise, hein, avec une grosse consommation électrique, par exemple. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement ? Alors notre métier, je disais tout à l'heure, c'est d'assembler des matériaux. Donc pour assembler des matériaux, on utilise la chaleur, on comprime et on refroidit. Donc on a un process qui est très consommateur d'énergie. Ça représente 6-7% du chiffre d'affaires, la facture de l'électricité. Donc c'est pour nous non nul. Et donc toutes les premières choses qu'on a fait, c'est travailler sur des automates pour délester nos machines. C'est-à-dire que comme on va chercher de la chaleur, on joue en permanence en disant que dès que notre machine a atteint un certain niveau, on la coupe et on va transférer de l'énergie à une autre machine sur le parc. Donc on a été optimiser les usages qu'on pouvait faire de nos machines. Sincèrement, on l'a fait en plein moment où en plus l'énergie était très chère. Donc tout d'un coup, les sujets deviennent énormes. Parce que là, je vous parle de 7%, on a failli monter à 14-15%. Donc là, c'est la panique à bord. Franchement, c'est la panique à bord. Donc ça nous a permis, finalement, en anticipant ce sujet, d'avoir des machines beaucoup moins énergivores que ce qu'on aurait connu. De ne pas passer complètement sur ce qu'on appelle des compteurs verts. Le compteur vert, c'est vous avez le compteur EDF devant l'usine et qui est que pour vous. Bon, rien que pour mettre un compteur, c'est 100 000 euros avant d'utiliser l'énergie. Donc voilà, ça a permis de vraiment retravailler, repenser nos usages,
C'est pas neutre, hein, ça veut dire que d'ailleurs les process aussi sont retravaillés. Mais quand on fait le tour à l'équilibre, c'est quelques centaines de milliers d'euros qui ont été économisés en ayant fait ce travail. L'augmentation du coût de l'énergie, c'est aussi une augmentation qu'on répercute ou pas toujours? Bien malheureusement, c'est plus compliqué que ça. Donc on essaye d'en mettre un petit bout, mais c'est compliqué. Donc le vrai sujet, c'est de perdre des marges. Donc on n'arrive pas à la remettre dans la totalité du coût de l'énergie. Très 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 loin de ça. Je vous vois acquiescer à ce que dit Mathieu Billard. Vous êtes dans une entreprise qui a bientôt 100 ans. Les locaux n'ont pas 100 ans, mais les locaux sont anciens. Ça veut dire que vous consommez aussi beaucoup d'énergie. C'est une question que vous avez pris à bras-le-corps chez Martin Technologies? Bonjour à tous. Tout comme Mathieu l'a évoqué, hein, chez nous en 2022, la facture d'électricité a pris 250% d'augmentation. Donc quand vous passez de 150 000 euros à 550 000 euros, forcément le modèle économique est sacrément chahuté. Nous, on l'a vu comme une opportunité pour accélérer des transitions, hein. On voulait gagner en autonomie, on voulait accéder à une énergie la moins coûteuse possible. Donc on a du foncier, on a déployé 3500 m² de panneaux solaires pour lesquels j'attends depuis 5 mois l'autorisation d'appuyer sur le bouton ON. Donc les panneaux sont là et puis on attend des papiers. Donc pour un industriel, c'est pas toujours simple à vivre, mais bon, en tout cas, nous on est prêts, il n'y a plus qu'à alimenter. Donc oui, le coût de l'énergie a rebaissé depuis, mais ça n'empêche que par rapport à nos engagements écologiques, environnementaux, on se dit que ça a du sens et on l'a fait. Et maintenant ils sont là et on va exploiter ça. Et puis après, tout ce qui peut être fait pour récupérer de l'énergie où que ce soit, quoi, hein. La chaleur des machines pour éviter de chauffer. On a changé de groupe froid avec une récupération de chaleur fatale, ce qui fait qu'on va diviser par 2 notre consommation énergétique pour se chauffer encore une fois. Donc tout ce qui peut être fait. Et puis ça a été l'occasion pour nous, cette crise énergétique, d'impliquer nos collaborateurs dans ces sujets-là. De réunir tout le monde, se dire bon bah voilà, la facture d'électricité explose. Le modèle économique, on ne peut pas tout répercuter à nos clients parce que alors là c'est la course à l'échalote, hein. Nos clients le répercutent et au final c'est dans le pouvoir d'achat qu'on va le retrouver. Donc on s'est dit on va faire des efforts nous. Qu'est-ce qu'on peut tous trouver pour faire des économies? Donc on a changé tous nos systèmes d'éclairage, on a mis des détecteurs partout pour qu'on arrête d'allumer et d'oublier d'éteindre la lumière dans les salles de réunion. Donc on a impliqué nos collaborateurs là-dedans et puis on a fait plein de petites économies partout qui finalement génèrent de grosses économies à la fin parce que quand on commence à faire attention à l'énergie, on fait attention au robinet d'eau et puis finalement on fait attention à tout un tas de ressources qui sont autour de nous. Quand on dispose d'un bâtiment comme le vôtre qu'il faudrait par exemple isoler, là ce sont des investissements coûteux. Où est-ce qu'on place ces priorités en termes d'investissement dans ces cas-là? Est-ce qu'ils deviennent prioritaires ou pas? Alors nous on a un vrai sujet, l'entreprise va être bientôt centenaire, notre bâtiment date de 1975, donc forcément on est sur une toiture qui date de l'époque, hein, donc avec des fuites dans tous les coins, et puis un petit peu d'amiante là-dessus, histoire de rendre le projet un peu fun. Donc pour nous c'est un vrai sujet effectivement de transition de notre bâtiment, comment on en profite pour créer de la fonctionnalité sur une toiture qu'on va remplacer. On peut se mettre au sec, c'est bien. Comment on isole le bâtiment en même temps? Pourquoi pas favoriser la biodiversité en intégrant de la végétalisation? Enfin, on est vraiment dans une réflexion globale, de se dire, si on fait une toiture, c'est pour 25, 30, 40 ans. Comment on peut créer de la fonctionnalité sur quelque chose qui est juste pour nous mettre à l'abri, quoi. Maxime Bleskine, vous avez cofondé, vous dirigez Voltaire à Angers. Alors vous travaillez directement sur cette question de l'énergie, parce que vous avez mis au point un système de reconditionnement de batterie. Vous consommez peu d'énergie, même si vous automatisez de plus en plus vos process. En revanche, demain, cette question va se poser, puisque vous envisagez un développement à l'échelle plus industrielle. Est-ce que vous réfléchissez déjà à cette gestion de l'énergie demain? Oui, tout à fait. Plus on l'anticipe, sans avoir forcément à attendre les situations de crise pour en faire des opportunités, mieux on se porte. Donc nous, c'est plutôt, on va dire, dans la rationalisation de l'outil de production et de l'organisation de la production qu'on est en train de se poser des questions, également en impliquant toute l'équipe, etc.
Après, il ne faut pas se leurrer non plus. On est comme vous l'avez dit, une jeune entreprise. Aujourd'hui, nos coûts énergétiques sont très marginaux, donc ça reste quelque chose qui n'est pas une priorité, mais c'est quelque chose qu'il faut travailler tout à fait. Je vous propose de passer à un second volet de cet échange sur la transition environnementale et écologique, avec la question des mobilités. Dans les entreprises avec plusieurs ordres, ça concerne à la fois la mobilité des collaborateurs. Ça concerne aussi celle des matières ou des composants qu'on utilise, comment ils arrivent dans l'entreprise, comment les produits repartent, etc. Hélène Krupnik, la mobilité en ville dans l'agglo, c'est un sujet important. Des fois, c'est même sensible. On a développé les transports en commun. Il y a 3 réseaux de tramway. Il y a, en plus du réseau existant, on réduit la place de la voiture en ville. C'est peut-être là qu'est la sensibilité. Et puis, on développe un plan vélo. Comment on organise cette mobilité au sein d'une ville ? Je crois que la mobilité dans laquelle on vit, c'est notre première des libertés. On a tous envie de pouvoir se déplacer, d'aller où on veut, quand on veut. Dans une ville où, comme Angers, où, avec une population croissante, avec des usages multiples, à la fois le vélo, les piétons, les transports en commun, la voiture, c'est vrai que c'est pas toujours évident au quotidien. Donc moi je dirais qu'il y a 2 volets dans le développement des mobilités du quotidien. C'est bien de ça qu'il s'agit à l'échelle d'un territoire. C'est à la fois de développer des infrastructures, donc de développer les lignes de tramway, de développer des pistes cyclables. Il y a des plans ambitieux qui ont été votés à Angers-Loire Métropole avec un doublement du budget pour arriver à faciliter, à sécuriser cette mobilité du quotidien à vélo, d'arriver à prendre un petit peu de place sur la voiture là où on peut. L'enjeu, il réside vraiment sur les quelques kilomètres qui sont parcourus chaque jour, à arriver à faire changer les comportements et arriver à ce que tous ceux qui le peuvent et qui font des déplacements courts puissent aller vers une mobilité décarbonée, mais qui prend aussi moins de place sur l'espace public. Et quand il y a plus de monde, c'est mieux si tout le monde est à pied ou à vélo plutôt que tout le monde avec sa voiture qui prend quand même à peu près 10 mètres carrés. Donc c'est ça qui est un enjeu. Et je pense que depuis quelques années, Angers-Loire Métropole, la ville d'Angers, les communes de l'agglo se sont vraiment engagées dans cette dynamique-là. Et je vais citer 3 exemples. Le premier, c'est le défi cap ou pas cap de troquer ton auto qui a été lancé par Irigo avec Angers-Loire Métropole l'année dernière. Quelle était l'idée ? De prendre 10 habitants témoins et leur dire on vous donne les clés de tout ce que vous voulez, vous nous donnez les clés de votre voiture et on vous offre toutes les autres solutions de mobilité pendant une dizaine de jours. Et de suivre ces personnes et de regarder quelles étaient les difficultés ou au contraire les opportunités. Et là, il y a des personnes qui se sont rendues compte qu'elles n'avaient jamais pensé à prendre le bus qui était en bas de chez elles et qui arrivait juste à côté du travail et qui préféraient payer tous les jours le parking. Elles se sont dit, oui, en fait, de temps en temps, je vais prendre cette solution-là. C'est Irigo Pro, c'est la solution pour aller vers les entreprises et accompagner les collaborateurs au sein d'une même entreprise à mettre en place un plan de mobilité, à réfléchir ensemble comment est-ce qu'on peut se déplacer mieux. C'est aussi le soutien, il y a plus de 13 000 personnes à l'échelle de l'agglomération qui nous ont demandé une subvention pour l'achat d'un vélo à assistance électrique. Ce n'est pas le montant qui est toujours le déclencheur de l'achat, mais ça permet de mesurer l'engouement pour cette modalité de transport. Puis c'est aussi, aux abords des écoles, il y a souvent des tensions. C'est là qu'on a beaucoup de courriers sur les tensions entre les parents qui viennent en voiture, ceux qui viennent à vélo, ceux qui viennent à pied. Et on s'est dit qu'on allait questionner l'ensemble des parents et des enfants dans toutes les écoles pour comprendre la manière dont ils se déplaçaient et qu'eux-mêmes en prennent conscience et qu'ils réfléchissent au quotidien comment évoluer. Donc il y a l'infrastructure, mais c'est surtout l'usage et l'humain qui est très très important à prendre en compte sur ces enjeux de mobilité au quotidien. Bien sûr, la tarification aussi, quand l'essence est chère, ça aide à changer. Quand on a des tickets des tarifications de transport qui sont solidaires, ça aide aussi. Quand on a des mécanismes de soutien, ça aide. Mais c'est aussi de montrer que c'est une solution qui est pratique, qui est facile et qui doit devenir évidente au quotidien, vraiment dans le comportement. Il y a des quartiers qui évoluent, qui se modifient. On peut penser à Belle-Beille, à Montplaisir, avec les projets de rénovation urbaine. On prend en compte ces questions de mobilité quand on retravaille un quartier ? C'est une chance à l'échelle d'un territoire, quelle que soit sa taille, d'avoir des projets où on peut réfléchir à reconfigurer, réaménager. Ça ne veut pas dire tout réduire et tout raser et recommencer, mais se dire comment est-ce qu'on peut améliorer un quartier existant. Et la manière dont on travaille aujourd'hui sur les quartiers de Montplaisir et de Belle-Beille, qui sont les 2 quartiers d'Angers qui sont reliés par une des nouvelles lignes de tram, c'est de se dire comment est-ce qu'on part aussi des trams
vertes, des trames piétonnes, des trames vélos qu'on va d'abord dessiner. Mais après, il faut savoir que si on a envie que les habitants se déplacent avec ces mobilités douces, du coup, ils ne vont pas pouvoir faire beaucoup de kilomètres. Ça veut aussi dire que dans les projets, il faut qu'il y ait tout un tas de fonctionnalités qui soient apportées. Il faut qu'on puisse avoir la crèche, l'école, qu'on ait aussi une polarité commerçante pour pouvoir aller faire ses courses. Et donc, ça veut vraiment dire changer, encore une fois, le regard, de ne pas être que sur l'infrastructure, mais d'être aussi sur l'usage et de prendre en compte la vie au quotidien des habitants pour qu'ils puissent avoir à proximité de chez eux, d'être dans cette ville du quart d'heure. On a la chance au sein de l'agglomération d'Angers d'être vraiment dans une dynamique de ville du quart d'heure et d'essayer de la préserver et de rester celle du quart d'heure à pied. Voir le témoignage d'Hervé Dubosclar à côté de vous, qui est élu à Erdre en Anjou, où tout est à un quart d'heure, mais un quart d'heure en voiture. Oui, la question des mobilités, elle n'est pas du tout la même si on n'est pas loin d'Angers, on est à 20 km. C'est la voiture qui prime. Oui. Fatalement. Bonjour à tous. Oui, c'est que la voiture. Je suis jaloux d'entendre ma voisine avec tous l'aménagement urbain qui permet ces transports doux. L'urbanisme par le passé, c'était séparer la fonction commerce, séparer les grandes routes, séparer les zones artisanales. Et aujourd'hui, on aimerait bien remettre des commerces de proximité dans nos bourgs. Ça permettrait aux gens de ne pas prendre la voiture pour chercher une baguette de pain, de trouver éventuellement des commerces de proximité, un lieu de rencontre avec un bar, etc. Donc c'est l'urbanisme qu'il faut qu'on change parce qu'on a un peu copié les communes urbaines et ce n'est pas forcément adapté aux zones rurales. Donc nous, effectivement, c'est le tout voiture. Alors bien sûr, la communauté de communes chez nous prend en charge la compétence mobilité transférée par la région. Elle arrive, donc ils ont fait un plan, un travail, mais c'est quand même difficile. Il faut faire de la pédagogie auprès des entreprises pour qu'elles... c'est déjà plus facile de leur proposer tout de suite, les entreprises voient l'intérêt, les salariés voient l'intérêt, ils ont les mêmes horaires, d'économiser du transport, ça économise... ils ont un gain sur le revenu à la fin du mois. Mais tout est quand même pensé pour les voitures. C'était ça la question. Vous êtes un peu dans la même configuration. Vous avez une usine à la campagne. Alors c'est le slogan des Mauges, mais vous, c'est dans le Baugeois, c'est à Lézigné. Là aussi, les questions de mobilité, elles sont doubles. Il y a la question des collaborateurs qui viennent travailler. Il y a aussi les matières qui vous arrivent, les produits qui repartent. Comment vous gérez cette question des mobilités dans votre entreprise ? Alors, pour ce qui est des collaborateurs, depuis de nombreuses années, l'entreprise a promu le covoiturage. Donc moi, ça fait 12 ans que je suis dans l'entreprise, c'était déjà très installé, très en place. Donc on a entre 20 et 30% de nos collaborateurs qui covoiturent selon les semaines, les périodes. Et puis on laisse beaucoup de liberté sur les horaires pour qu'ils puissent s'arranger et justement s'organiser. Après, pour ce qui est du transport des matières, de nos produits, aujourd'hui on est complètement prisonnier du système routier. On est en pleine campagne. Faire venir un bateau, faire venir n'importe quel moyen de locomotion, ça paraît difficile. Faire le dernier kilomètre en vélo, quand vous avez une palette ou deux, c'est assez inenvisageable. Ou alors il faudrait qu'on récupère l'équipe de France de cyclisme, ou de rugby. Ouais. Donc pour nous, l'enjeu, c'est de trouver des partenaires de transport ensuite les plus vertueux, les plus respectueux possibles, de venir les challenger aussi sur l'évolution de leur propre mobilité. Il y a la mobilité liée directement à notre activité, à ce qu'on transite, mais aussi par le business qu'on génère avec eux, qui peut leur donner des moyens d'arriver au dernier kilomètre dans les zones urbaines, par exemple. Donc on a notre part à faire par le business qu'on va générer et les amener, eux, dans leur transition. Optimisation de commandes, etc., c'est des choses que vous essayez de pratiquer. Après, il faut que le client suive aussi. Oui, alors on pousse de plus en plus vers ça. Nous, on vend de l'épicerie, donc c'est vraiment des petites quantités, c'est une énorme diversité. Donc on fait des regroupements au plus possible. On va, dans certains cas, accuser un délai au client qui est 3-4 jours plus long que celui qu'on pouvait réellement faire, mais juste parce que ça va se regrouper avec une commande qu'il a déjà. Donc on va essayer de regrouper au maximum les commandes dans la où nos clients sont prêts à l'accepter, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais bon, globalement, quand ils y voient un gain sur les coûts de transport, à partir de là,
en général, c'est un argument qui fonctionne. Biliard, vous, votre entreprise est à Beaucouzé. On n'a pas les mêmes problèmes de mobilité que chez Martin Technologies. Néanmoins, comment vous l'abordez dans l'entreprise, cette question? Alors, les salariés ne viennent pas tous de la métropole. J'en ai une partie importante qui vient de Baugé. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais historiquement, ils se sont passés le message entre eux et il y en a 4-5 qui viennent de Baugé déjà. Donc, c'est pratiquement à l'autre bout par rapport à nous. Donc, la problématique ici, nous, elle est double. On a aussi incité fortement le covoiturage et les primes transport qu'on peut donner. On ne les a pas divisées. C'est-à-dire qu'on les a donnés même quand ils viennent à plusieurs pour que ça augmente le pouvoir d'achat des collaborateurs. Et on a également travaillé le sujet pour ceux qui voulaient y aller à vélo, en se disant comment on peut travailler. Mais aujourd'hui, c'est pas si simple la prime transport quand on vient en vélo. Donc bon, voilà, on trouve des mécanismes quand on veut y aller et y arriver, mais on s'est dit il faut le faire des deux côtés. Donc on a travaillé ces deux sujets. Et aujourd'hui, oui, je pense qu'on n'est pas loin de la moitié de l'effectif qui est soit en covoiturage, soit en vélo. Vous avez plusieurs sites à la CCI, que ce soit à Angers, 2 sites, Cholet, Saumur. C'est aussi des questions sur lesquelles vous travaillez? Oui, parce que CCI, c'est une entreprise à part entière, on va dire, également. Et finalement, quand on fait notre bilan carbone, le premier poste, c'est le déplacement des collaborateurs et des jeunes qui viennent sur le site. Donc ça, c'est rentré tout en haut de la pile dans notre fiche de décarbonation. On a énormément travaillé, notamment sur le site d'Angers, les mobilités douces. Là, on est en train de refaire notre site avec un espace pour les vélos protégés et qui permet de s'assurer que voilà, les personnes viennent dans des bonnes conditions. Donc oui, c'est un enjeu aussi fort et on travaille aussi pour que les collaborateurs puissent venir en commun également. En haut de la pile des préoccupations de la CCI, des préoccupations environnementales de la CCI, est-ce que c'est en haut de la pile pour beaucoup d'entreprises? Puis la question, c'est aussi, est-ce que quand on est dans une période comme celle-ci, où c'est un peu compliqué pour les entreprises, ça descend pas un petit peu de la pile, ces questions-là? Je crois qu'il y a une partie dans la réponse, dans la question. Mais j'ai l'impression que tu avais formulé déjà la réponse. Si on regarde les enquêtes de conjoncture qu'on a fait les dernières années, la transition est tout en haut de la pile. Quand on arrive aujourd'hui avec les enjeux et on voit que le monde a profondément bougé en même pas 6 mois, avec des normes qui sont fracassées de partout, aussi bien en interne qu'au niveau international, et dans un contexte économique qui s'est tendu, on est entre cette logique de fin du mois et de fin du monde. Et ça serait ne pas avoir les pieds sur terre que de dire qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises, leur très grande priorité, c'est de remplir leur carnet de commandes. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ça n'empêche pas, pour nous, on le voit comme un soubresaut. C'est-à-dire que c'est la vision, c'est là où on veut aller. On plaisante avec mes associés, on dit on fait de l'économie quantique. C'est-à-dire qu'on sait où on veut aller, mais alors comment on va y aller, on ne sait pas toujours. Et je crois que sur les affaires de transition, on est en plein là-dedans. C'est-à-dire que l'axe, il est tracé, on sait où on veut aller. Maintenant, le chemin tiré des bords, c'est inévitable qu'il y en ait. Et je pense qu'en ce moment, on est dans une période où il y a un bord qui doit être tiré, parce que de toute façon, s'il y a une pérennité à avoir, il faut que les entreprises prennent le sujet. Mais ça n'empêche pas l'axe et la vision où on veut aller. Et les entreprises, elles l'ont en tête. Et il y en a beaucoup qui ont amorcé en profondeur ce sujet. Skin, si on veut évoquer avec vous les mobilités, vous êtes installé à proximité immédiate d'Angers, vous êtes même venu à pied, vous avez traversé la rue. En revanche, il y a la question du transport, des batteries, des pièces détachées, etc. C'est une vraie préoccupation pour vous. Comment vous organisez tout cela ? Pour répondre sur ce qu'a dit Mathieu, je pense que le premier enjeu en fait, pour une entreprise, un industriel, c'est la mesure. Donc mesurer où est l'impact environnemental et où sont les plus hauts pôles de dépenses, ou
on va dire, de pollution et d'impact dans son activité. Donc nous, on a fait l'exercice et on s'aperçoit que le transport et le déplacement, on va dire, en interne de l'équipe, finalement, c'est assez marginal. Déjà, on a mis en place plein de choses, un forfait de mobilité durable pour, en gros, tout ce qui concerne, tout sauf la voiture individuelle, thermique. Pour faire simple, mais finalement c'est pas là où on a le plus gros impact. Donc nous, notre impact, c'est effectivement sur l'approvisionnement de nos pièces détachées, de nos composants, etc. Donc comment est-ce qu'on peut essayer de travailler là-dessus? Le premier enjeu, et c'est très lié à notre ADN qui est un ADN d'économie circulaire, c'est de travailler localement. En fait, c'est pas tant de changer le mode de transport, c'est déjà de réduire la distance. Donc si je travaille avec un fournisseur qui habite, qui exerce son activité à 10 km, forcément je vais réduire l'impact par rapport à si je m'approvisionne à l'autre bout du monde. Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire, que ce soit sur les composants classiques, les pièces détachées classiques, et surtout sur notre matière première qui sont des batteries usagées, qui sont des déchets, qui du coup sont assez, on va dire, contraints réglementairement dans leur capacité à être transportés, et donc très, très polluants, hein, parce que transporter une batterie de véhicule électrique usagé, c'est quasiment un semi-remorque dans lequel il y a une seule batterie. J'exagère, mais pas loin. Et donc il faut essayer de se concentrer à récupérer d'abord des batteries qui viennent d'en face de la rue plutôt qu'à l'autre bout de la planète. Autre enjeu, particulièrement difficile quand on est une jeune entreprise, mais c'est essayer de travailler sur le lissage de sa production, tout simplement pour pouvoir bien prévoir, massifier quand est-ce qu'on va s'approvisionner, plutôt que de faire du one-shot et de multiplier finalement les canaux de transport. Monter en puissance dans la production de vos batteries, vous allez aussi monter en puissance dans les batteries qui vont vous arriver pour être recyclées. Est-ce que ça veut dire que ça va permettre peut-être de gagner, paradoxalement, vous allez produire plus, mais vous allez peut-être gagner en dépenses et en impact de vos transports? Oui et non. Désolé pour cette réponse de Normand. Oui, parce qu'effectivement, en fait, le passage à l'échelle permet d'atteindre un seuil critique, une masse critique pour mettre en place des modes opératoires et des outils qui deviennent rentables économiquement alors qu'ils ne le sont pas au démarrage. Et donc, on va pouvoir justement moduler à ce niveau-là. Néanmoins, plus on fait du volume, forcément, plus on augmente son impact. Donc, encore une fois, nous, le danger, c'est qu'on ait une entreprise dont le cœur de l'activité est d'avoir un impact positif sur la planète, parce qu'on réemploie des déchets, parce qu'on évite l'extraction de matières premières, etc. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on a des externalités négatives et il faut essayer au maximum de mettre tout ce qui est possible en place pour minimiser ces externalités. Donc juste pour répondre à la question, automatisation, c'est un moyen qui permet de diminuer l'impact, mais qui va aussi engendrer d'autres types de consommation sur lesquels je reviens à la question, au premier thème qu'on a abordé, la consommation électrique. Et donc voilà, on réfléchit à tout ça, mais c'est éminemment complexe. Vous envisagez la construction d'un site industriel. Est-ce que le transport, la question du transport, déjà, elle est prise en compte aussi par rapport à l'implantation et à ce futur site industriel? Oui, et d'ailleurs, ça me fait réaliser que j'aurais dû dire ça à la première question, mais sur les consommations énergétiques, le choix de notre implantation, c'est probablement le levier le plus important pour minimiser nos consommations électriques, en choisissant un territoire justement qui a de l'énergie verte à disposition, en étant à proximité de fournisseurs, etc., en étant dans un site qui n'a pas une toiture qui fuit partout et qui a bien été isolé, etc., etc. Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on a la chance quelque part d'être à un moment de notre parcours où on n'est pas contraint. Finalement, les degrés de liberté sont moins verrouillés, et donc on peut faire ses choix. Et donc pour répondre à la question, oui, on projette du coup d'avoir une implantation industrielle de plus grande envergure, et on intègre ces sujets que sont la consommation énergétique, que sont les moyens de transport, qui est l'accessibilité pour nos collaborateurs. Et aujourd'hui, on a la chance quand même de pouvoir être à 30 minutes de la gare en bus, ce qui est hyper pratique, et plein d'autres facteurs
pour trouver tout simplement l'équation qui soit la plus favorable à notre projet d'entreprise, quoi. On va aborder un troisième sujet avec vous, c'est celui des risques naturels, qu'on va lier aussi à celui de la gestion de l'eau, qui est une problématique, parce que qui dit risque naturel en Maine-et-Loire dit souvent c'est souvent lié à l'eau, que ce soit la sécheresse, que ce soit les inondations. Et Hélène Cruipenin, qui a une réelle évolution des risques naturels qui sont liés au dérèglement climatique. Ça concerne quoi, ces risques naturels à Angers, dans l'agglo? C'est la sécheresse, c'est les inondations à l'inverse, les risques d'incendie qu'on peut voir apparaître aujourd'hui? Je pense que notre territoire, territoire au sens large, il connaît depuis longtemps le risque inondation. Il s'est aussi construit avec ça. On a des plaines inondables non constructibles. Donc historiquement, c'est quelque chose qu'on a toujours vu. On sait que la Loire va monter à 1 cm par heure et que voilà, tout ça, on le sait, on est habitué. On a souvent, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de crise et de dégâts et que ça ne va pas s'intensifier. Mais on a une culture qui est déjà plus ancienne que sur d'autres territoires. Et on a des endroits comme Béhuard où, quand on habite Béhuard, on sait qu'à un moment ou à un autre, il va falloir investir dans une barque et plutôt plus vite que l'année prochaine, parce qu'à un moment dans l'année, il y a de fortes chances que ce soit notre seul moyen pour sortir de chez nous. Ça, c'est un premier volet qui est plutôt connu sur notre territoire. Ça n'empêche pas qu'on s'y prépare tous les ans et qu'on continue à aménager le territoire en tenant compte de ce risque. Un deuxième risque, c'est l'eau. Aujourd'hui, il y en a trop ou il n'y en a pas assez. Et il y a eu l'été 2022. L'été 2022, pour moi, dans ma vie d'élu depuis 2020, ça a été un moment vraiment marquant, parce que j'étais d'astreinte. J'étais un petit peu toute seule en plein milieu de l'été. Alors, bon, j'ai d'autres collègues qui sont arrivés après, mais à gérer cette crise sécheresse. Je suis allée à une réunion en préfecture, je me suis rendu compte de l'état dramatique dans lequel étaient nos ressources en eau à l'échelle du territoire. Et il a fallu très très vite réunir l'ensemble des services de la collectivité pour arriver à se dire tu consommes quoi, tu consommes quoi, tu consommes quoi, qu'est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qu'on peut arrêter, qu'est-ce qu'on ne peut pas arrêter, pour arriver à préserver les usages essentiels. L'eau, si on n'a pas d'eau pour boire, alors là, vaut mieux boire que d'arroser une pelouse, ça c'est clair. Aussi, dans une certaine mesure, irriguer pour arriver à avoir de l'alimentation par la suite. Et donc d'arriver dans un moment de gestion de crise à se mettre ensemble autour de la table, ça nous a permis de construire notre plan sécheresse, notre plan des usages de l'eau qui nous permet, je pense qu'il est très ambitieux et que c'est à peu près le seul en France qui est aussi complet, qui nous permet de savoir exactement ce qu'on doit faire à tel moment à tel niveau de criticité de la ressource en eau à l'échelle du territoire. Et ça nous a permis, puisque dans les situations de crise, c'est toujours là où on accélère, ça permet de développer des pratiques qu'on n'avait pas avant, vous l'avez dit, qui vont ensuite s'ancrer et se pérenniser. Ça nous a permis aussi de développer le réemploi. On n'a pas besoin d'arroser à l'eau potable tous les massifs de la ville. On n'a pas besoin d'utiliser de l'eau potable pour nettoyer la voirie. Donc on a développé très très rapidement le réemploi des eaux usées, que ce soit les eaux usées de nos stations d'épuration, que ce soit les eaux en sortie de nos piscines. Et on réfléchit également, parce qu'il y a une patinoire à Angers, à pouvoir, ça consomme aussi de l'eau, une patinoire, à pouvoir réutiliser cette eau sortie de la patinoire. Tout ça, ça s'est fait très très vite. Et on a eu la chance que dans ce moment de crise, l'ARS et les services de l'État, la préfecture, nous ont vraiment accompagnés en nous donnant des autorisations à titre expérimental pour pouvoir accélérer le déploiement de ces pratiques. Et puis le risque incendie, il arrive en Maine-et-Loire. On a eu des incendies aussi dramatiques. En 2022, moi j'ai habité dans le sud-est. Le risque incendie, il est connu. On sait qu'on ne va pas se balader sur tel sentier à telle période quand il y a le panneau rouge. Nous, on n'en est pas encore à ce niveau-là. On sait que toutes les piscines, il y a beaucoup de piscines dans le sud-est, sont des réservoirs pour les pompiers et les Canadaires pour aller puiser de l'eau. Nous, on n'en est pas à ce niveau-là dans nos régions, mais on commence avec des obligations légales de débroussaillement qui vont arriver, c'est-à-dire que on va avoir obligation d'aller faire un peu de place pour mettre des éclaircies et protéger là où il y a de la vie humaine, donc protéger les habitats, protéger les équipements, protéger les voiries en débroussaillant aux abords pour limiter la propagation du feu. C'est aussi la gestion de l'eau, c'est aussi s'assurer de sa qualité. C'est un vrai travail, ça aussi, pour une collectivité. Oui.
je pense que je passerai assez vite le relais à mon voisin qui aura sûrement beaucoup de choses à dire sur ce sujet. La qualité de l'eau potable, elle est très bonne. L'eau du robinet, elle est très bonne sur le territoire de l'agglomération. Mais on est aussi dans une région où la qualité des masses d'eau, hein, elle est pas terrible. On n'est pas très exemplaire à l'échelle du Maine-et-Loire sur ce sujet. Il y a des travaux qui sont faits en cours. Et là, il y a des réflexions plus globales parce que ça dépasse. On a des frontières administratives, mais l'eau, on voit bien qu'elle y rentre ou qu'elle en sort. Donc ça nécessite d'avoir des réflexions plus larges. Je vais juste prendre l'exemple de l'étang Saint-Nicolas à Angers, qui est un étang très eutrophe. Eutrophe, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a eu beaucoup d'apports de matière organique, soit très minoritairement des stations d'eau usée qui ont eu des incidents et donc des déversements dans les rivières, soit des pratiques agricoles passées ou encore un petit peu actuelles, mais on voit qu'elles évoluent, qui ont contribué à amener beaucoup de nutriments dans l'eau, qui fait qu'il y a beaucoup d'espèces invasives qui se reproduisent dans cet étang et qui fait que cet étang se referme. Mais à l'échelle de la ville d'Angers, on peut faire le diagnostic, mais les solutions, elles ne sont pas à trouver sur le périmètre de la ville d'Angers. Et c'est là où je vais passer le micro à mon voisin s'il l'autorise. Mais ça demande d'aller dialoguer avec d'autres acteurs parce qu'il y a des projets beaucoup plus globaux qui doivent se mettre en place sur ces sujets. Vous faites bien, Hervé Dubosclar. Donc vous êtes vice-président du syndicat du bassin de Loudon. Le bassin de Loudon, quand il coule, il finit sous le pont de Verdun à Angers. Hein. Un peu avant, oui. Voilà. À la connexion de la Mayenne en dessous du Mais Lion d'Angers. l'eau finit par arriver passer sous le pont de Verdun. Voilà, ouais. C'est ça. Qu'est-ce que c'est un syndicat d'un bassin versant comme ça de Loudon? Alors un syndicat de rivière, c'est déjà une collectivité. Ça n'a rien à voir avec un syndicat professionnel ou salarié. Et c'est un peu une image. Toute goutte d'eau qui tombe sur le bassin versant, donc c'est vraiment... un territoire géographique arrive à un exutoire. Donc, comme vous dites, arrive à un point donné, à la jonction de la Mayenne et de Loudon au Lion d'Angers, mais après, ça continue. Donc, l'objectif des syndicats de rivière, donc nous, on l'appelle bassin de Loudon pour le Segréen, on est déjà sur 2 départements. Avant de donner les objectifs, on est sur le département du Maine-et-Loire, et donc le Segréen et le Haut-Anjou mayennais. Ça nous oblige et ça nous permet aussi surtout de nous rencontrer entre élus. Comme a dit Hélène, on est sur des objectifs communs, mais les limites géographiques de nos structures, de nos collectivités, de nos communes et communautés de communes ou agglos, eh bien, fait qu'on communique quand même très peu ensemble. Là, je rencontre, grâce au bassin de Loudon, des élus de la Mayenne qui ont une autre approche, parce que c'est encore plus rural que chez nous. Ils ont d'autres visions et donc et puis on a aussi des convergences, ça permet de trouver aussi des points communs et d'avoir leur expérience et de la reproduire chez nous. Est-ce que ça nourrit ou est-ce que ça ralentit les projets? Alors là, de rencontrer des élus, ça nourrit. Par contre, après dans les objectifs, nous on ne fait que de la concertation, on n'a pas un rôle de police, c'est l'État qui est le rôle de police, les administrations. On rassemble les gens autour de la table, les élus, mais aussi les riverains, les associations environnementales, les agriculteurs, les exploitants, les entreprises aussi industrielles qui utilisent de l'eau. Et on essaye de trouver un dénominateur commun, mais dénominateur qui monte de plus en plus haut. On est poussé un peu par l'État, mais essayer d'améliorer les qualités des eaux brutes, c'est ce dont parlait Hélène. Si les eaux brutes sont de meilleure qualité, il y aura moins de traitement pour avoir de l'eau potable. Oui. On travaille aussi à un réaménagement, c'est-à-dire qu'on a beaucoup remembré, on a fait beaucoup de choses il y a 50 ans, voire plus, voire moins. Aujourd'hui, on revient en arrière. Alors, ça fait toujours mal quand on dit qu'on revient en arrière, parce qu'il y a des personnes qu'on a convaincues on va vers l'avant. Donc c'était important de faire ça. C'est-à-dire, nous on est en zone rurale, 80% du territoire il est exploité. On leur a dit pour exploiter plus longtemps, il faut canaliser les rivières pour que l'eau aille plus vite à la mer, et donc on pourra produire plus longtemps sur l'année ou faire plusieurs cultures. Ensuite l'eau allait trop vite, donc on inondait Angers. Donc on a mis des petits barrages, des petits clapets. C'est pas des barrages hydroélectriques, c'est des clapets. Et puis après, les sédiments ils circulent plus. C'est pas que les poissons, mais les sédiments ne circulent plus. L'eau, il n'y a plus que des sédiments à la place de l'eau dans le chapelet d'étangs qu'on a fabriqué.
Donc effectivement, on revient, on a découvert ça c'est dans les années 60-80, on a découvert ce fonctionnement, enfin on pensait que c'était la bonne méthode, mais en 20 ans, ça s'est dégradé. Donc aujourd'hui, et puis on n'a plus de poissons, l'eau elle est on a des poissons, des carpes, mais plus des poissons de rivière, on n'a plus un fonctionnement de rivière. Donc l'objectif des syndicats de rivière, de tous, le bassin Loudon a de l'antériorité, ça fait longtemps qu'il existe. On a aussi fait ça par le passé, on est l'émanation de plein de petits syndicats qui se sont réunis. Donc on a 4 points, donc la gestion des milieux aquatiques, tout ça c'est très réglementé, normalisé par des lois. On va redonner à la rivière un visage plus naturel et qu'elle retrouve ses fonctionnalités de transport des sédiments, de remontée des poissons. Alors il y a des espèces cibles, ça ne veut pas dire qu'on va... Souvent on réduit, on a un brochet et c'est l'espèce cible, on va vérifier que le brochet est là. Mais en fait le brochet c'est juste un exemple, c'est lui qui est en haut de la chaîne alimentaire. S'il est là, c'est que tout le reste de la chaîne alimentaire elle fonctionne. Donc on va travailler sur du reméandrage, les lits ont été creusés, on va les re-remplir, on va les écarter, on va les élargir pour retrouver un lit mineur, enfin un lit majeur moins encaissé. Enfin, voilà. Donc tous ces travaux, ils sont précédés d'études de biodiversité. Les syndicats de rivière, c'est à peu près ceux qui font plus d'études de biodiversité en France. Et c'est aussi le garant du bon usage des finances publiques. C'est de prouver que ce que l'on fait, donc un état avant et un état après, mais qui est suivi encore d'année en année, parce que la nature, elle est résiliente, mais elle va quand même pas si vite, si on l'aide pas. Ça nécessite aussi de la concertation, on parlait pédagogie tout à l'heure. C'est facile de dialoguer comme ça sur le territoire pour faire avancer ces questions-là? Alors non, si l'État nous aide avec son rôle de police, et il dit vous êtes tous dans l'illégalité, il va falloir faire quelque chose. Et donc là, nous, on vient avec de l'argent, donc ça simplifie les choses. Là, ils nous écoutent. Mais sinon, changer les habitudes. Heureusement, toute l'ambiance, tout l'environnement, les médias parlent plus d'environnement. On est plus conscient du dérèglement climatique qui touche nos maisons. Quand on est inondé, on se dit, bah, tiens, ça me touche quand même. C'est pas que en Amazonie, c'est pas que dans les Landes ou ailleurs. Donc c'est une solution pour avancer la concertation. Mais non, les concertations sont longues, on a plusieurs projets, il faut 10 ans pour arriver à changer. Dans ma commune, il y a une petite rivière, un affluent de l'Argos, qui est l'affluent de la Verzée et puis de Loudon, avec 15 clapets. Dans la démarche que j'ai expliquée tout à l'heure, l'eau allait trop vite, donc on a mis des clapets. 15 clapets. On a mis, mes prédécesseurs, dans la concertation, réunir les riverains, réunir les communes, aussi les élus, il faut aussi les faire changer d'avis. Il n'y a pas que le monde agricole, tout le monde rural est concerné. Donc 15 ans on a mis, donc un clapet par an. À la fin, on a obtenu le prix du génie écologique de l'agence de l'eau. Bon, on était fiers, mais c'est un travail de tellement longue haleine. Alors aujourd'hui, ça va un peu plus vite, mais c'est pas que les financements qu'il nous faut. Effectivement, il faut de la concertation. Laurent Bizien. Ah, oui, Hélène, vous vouliez dire quelque chose. Et sans ce travail très très long, mais avec beaucoup de concertation que vous faites, on n'arriverait jamais à améliorer la qualité de l'étang Saint-Nicolas. Donc merci pour toute la patience que vous... Alors, donc il y a aussi la gestion quantitative. Ça rentre aussi dans la démarche des syndicats. Donc sécheresse, gestion des sécheresses comme pour vous, et gestion de l'excès d'eau. Et aussi la qualité, donc les pollutions diffuses. On a aussi cette compétence-là. Pollution diffuse, c'est essayer d'aider, accompagner tout le monde pour limiter les pollutions. On les connaît, les engrais, les pesticides, mais il n'y a pas que, il y a aussi des industries et tout le monde est intéressant. Et économiser l'eau, la démarche que vous faites, vous, c'est vraiment un élément économique, donc spontanément vous y allez parce que c'est ça qui diminue vos charges et qui augmente la rentabilité. Pour les autres, en tout cas. Alors justement, Laurent Bizien, on parlait eau. Martin Technologies, vous consommez beaucoup d'eau. Historiquement, vous êtes installé au bord du Loir parce que vous avez besoin d'eau. Il y avait même un moulin qui alimentait l'usine, etc. Comment vous abordez cette question de la gestion de l'eau
de la consommation d'eau, du traitement de l'eau. En termes de chiffres, c'est combien l'eau pour vous par an? On est à peu près à 4000 mètres cubes. Comme ça, de tête, je crois que notre facture, j'ai pas les chiffres précis, mais ce qu'on m'a dit, c'est dans les 15 000 euros. Donc la dimension économique est totalement anecdotique, hein, même si l'eau fait x4, nous 60 000 euros sur notre business, ça aura pas du tout d'impact. L'électricité, c'est autre chose. Si, on est. Donc pour nous, l'enjeu, il est plus sur une prise de conscience de notre dépendance à l'eau et de se dire, au-delà du coût que ça représente, c'est si demain on nous dit, parce qu'on est à peu près à 4000 mètres cubes par an, si demain on nous dit, vous n'en avez que la moitié, la dépense, elle varie pas. Par contre, le business qu'on n'est plus capable de faire, là, il est énorme. On a des marchés sur lesquels aujourd'hui on n'a pas le choix, on est obligé de graver des plaques, on est obligé de faire du traitement chimique, donc il nous faut de l'eau, sinon on ne peut pas alimenter ces marchés. Donc on a cette forte responsabilité par rapport à cette consommation. Et depuis maintenant 25 ans, on est équipé d'une station de traitement en interne, donc on est autonome dans le traitement de l'eau. Hein. Nous, on utilise nos autres process, on les traite et on les rejette au milieu naturel. Et depuis maintenant un peu moins de 10 ans, on mène des actions de réduction. Là je vous dis, on est à 4000 m3, il y a 3 ans on était à 5000. Donc on a modifié nos gammes, on a modifié nos process et on cherche des procédés pour progressivement être capable de réinjecter en circuit quasi fermé nos autres process et les réutiliser à l'infini. On sait que c'est pas possible, mais en tout cas le plus longtemps possible. Vous n'avez pas encore la solution? On n'a pas encore la solution, on a des pistes de solutions. Donc il y en a une que j'ai découvert il y a quelques mois, on nous parlait d'1 million d'euros. Donc 15 000 euros de facture, 1 million d'euros. Alors, on a beau avoir des convictions et des envies de changer le monde, à un moment le modèle économique il va être tellement fragilisé que c'est pas possible. Donc on se dit il faut qu'on soit astucieux, donc il faut qu'on réduise nos consommations, ça c'est vraiment l'enjeu, c'est qu'on en ait de moins en moins besoin. Et puis qu'on travaille, on explore des pistes pour essayer de trouver peut-être des moyens d'être aidés financièrement pour mener des projets. Pourquoi pas servir de zone de test, de bêta-test pour des startups qui voudraient expérimenter. Nous, on est preneurs de tout tester. On a la chance d'être autonome sur toutes nos décisions. Donc voilà, comment on peut avancer sur ce sujet qui aujourd'hui est relativement peu connu du grand public, quand même. Mathieu Billard, on vous a vu sourire quand Laurent Bizien a comparé ses 15 000 euros de facture et ses 1 million d'euros d'investissement. C'est le quotidien des entreprises, ça aussi? Oui, c'est le quotidien des entreprises, effectivement, entre ses convictions et puis des fois le coût qui nous ramène à la réalité. On ne peut pas le faire. Et je pense qu'une entreprise qui consommerait peut-être quelques centaines de milliers de mètres cubes, ça lui coûterait sans doute pas plus cher que le million investi. Donc c'est les enjeux à un moment donné par rapport au sujet. Donc non, je pensais à deux petites choses comme ça quand je vous entendais. La première, c'est 2022. Je crois qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on a vécu. C'est-à-dire que vous en parliez tout à l'heure. Nous aussi, on était avec le préfet. Il nous avait demandé d'identifier tous les stocks d'eau potable pour être réquisitionnés. Il restait 3 ou 4 jours avant, stop, on coupe le robinet. Et c'était les bouteilles qui étaient réquisitionnées par la préfecture. Donc on avait fait tout le travail sur le département de donner les lieux. Moi, je lui ai dit à titre très personnel, je serais pour qu'on ferme le robinet. C'est-à-dire que je pense que les gens n'ont pas pris la mesure de l'enjeu, tant que quand on ouvre, ça sort. De même qu'on parlait tout à l'heure, la facture d'énergie qui s'enflamme, tout d'un coup, tout le monde réfléchit beaucoup plus fortement. L'eau, c'est la même chose. Et Laurent te le disait tout à l'heure, ce qu'on voit moins, les très gros consommateurs, c'est l'agriculture, mais inévitablement, il y en a besoin pour qu'on se nourrisse. Donc, ok, ils travaillent énormément à réduire quand même l'usage qu'ils en font. Et après, les gros consommateurs, c'est l'industrie agroalimentaire. Donc, si on regarde les 4000 mètres cubes, l'agroalimentaire, c'est les pasquiers, c'est les LDC. Et là, on parle de 500 000 mètres cubes, pour mettre un peu en perspective les enjeux de ces groupes. Et là, on est dans les très très gros consommateurs au niveau des Pays de la Loire. Mais c'est fondamental. C'est-à-dire qu'ils ont eu des usines, si on regarde le groupe Pasquier, qui ont été à l'arrêt dans le Rhône pendant 15 jours
parce que restriction de l'eau, et là les usines étaient arrêtées. Donc nous on n'a pas connu ça, on a frôlé de le connaître, et quand on voit en ce moment les inondations, on se dit c'est pas possible, mais c'est des vrais sujets, parce qu'effectivement, on l'a évoqué tout à l'heure, le monde a déjà changé, et la linéarité qu'on a pu connaître, elle n'existe quasiment plus. Et en fait, c'est beaucoup plus chaud, beaucoup plus froid, beaucoup plus de pluie, beaucoup moins de pluie. Et donc, il faut qu'on arrive à s'habituer à ces enjeux qui sont très fluctuants et très forts. Est-ce que les entreprises, elles sont engagées, pour certaines, pour celles qui consomment, comme Laurent Bizien, sur une réduction de leur consommation? Non pas pour des raisons économiques, on l'a dit, mais pour des raisons environnementales? Oui, aujourd'hui, c'est des vrais enjeux. On le disait tout à l'heure, on est plus dans des convictions. On est plus dans des convictions et dans des visions de certains entrepreneurs qui anticipent le risque d'avoir une coupure de l'eau. C'est pas le coût qui motive les gens aujourd'hui. L'eau est encore peu chère. Donc c'est vraiment la conviction de se dire mais c'est une aberration de prendre de l'eau potable alors qu'il y a des moments où on n'en a plus. Et de la faire fuir, de la liquider comme ça. Donc c'est plus des dirigeants qui ont une prise de conscience, qui ont une vision, qu'un besoin économique. Et tu le disais tout à l'heure, 15 000 versus 1 million, il n'y a pas grand monde qui va lever la main pour trouver la solution. Enfin, voilà. Hélène Krupnik, on a parlé à plusieurs reprises de pédagogie. Vous disiez que cette période de sécheresse, elle a été, je dirais, salutaire en termes de pédagogie, parce qu'elle a permis à des gens de modifier leur comportement vis-à-vis de la consommation de l'eau. Oui, je crois que je suis d'accord avec ce que vous disiez, c'est qu'on ne s'est pas rendu compte du niveau de criticité dans notre région. Mais pour autant, à chaque fois que je parlais de ce sujet autour de moi, le fait de l'avoir vu à la télé, tout le monde s'est mis à acheter un seau et à le mettre dans la douche pour les toilettes, à prendre sa petite bassine pour l'eau de lavage de la salade, pouvoir arroser les 3 plantes. Donc, pour combien de temps? Il y en a autour de moi qui le font toujours. Et s'ils ont su le faire à un moment, ils sauront le refaire. Donc, je crois que malheureusement, c'est les crises qui nous font bouger, mais néanmoins qu'elles nous permettent de créer des moyens ou des façons d'innover et de coopérer. Et je crois que si on veut des sociétés qui soient résilientes, parce que faire les choses pour le climat, pour la planète, on les fait d'abord pour nous, pour exister encore dans quelques années, c'est grâce à cette capacité de coopération qu'on sait et qu'on saura faire face aux murs qui vont nécessairement arriver. Un petit mot, Maxime Bleskine, sur la consommation d'eau. Vous en consommez très peu dans vos process de reconditionnement. En revanche, la fabrication de batteries, c'est phénoménal. Ouais, c'est vrai que si on élargit un peu la focale et qu'on s'intéresse pas seulement au territoire ligérien, ou même en France où en fait on a des sujets liés à la pression hydrique qui sont en fait très faibles comparé à d'autres régions du monde, là où on extrait les matières premières nécessaires pour la fabrication de batteries, c'est un vrai problème. Donc pour donner juste un chiffre qu'il faut prendre avec des pincettes, parce que l'ordre de grandeur est le bon, le chiffre exact l'est pas forcément, mais fabriquer une batterie de véhicule électrique, c'est 5000 bouteilles de 1,5 litre d'eau, juste pour le lithium. C'est-à-dire qu'on n'a pas commencé à s'intéresser au cobalt, au manganèse, au graphite, etc. Donc on se rend bien compte que l'électrification de nos usages, la transition énergétique, que évidemment j'appelle de mes voeux, va poser des problématiques très importantes vis-à-vis de la ressource en eau, notamment dans des territoires, comme je le disais en intro, qui ont des fortes pressions hydriques, parce que là où on extrait du lithium, c'est le désert d'Atacama. Comme son nom l'indique, c'est une région du monde qui manque un petit peu d'eau et de ressources en eau. Et donc c'est là où alors je prêche pour ma paroisse, mais c'est intéressant d'avoir on va dire des modèles d'économie circulaire qui permettent justement de réemployer les ressources et les matières premières qui ont déjà été assemblées, comme ce qu'on fait chez Voltaire, pour éviter d'avoir à en extraire de nouvelles, pour éviter des process industriels qui sont très consommateurs en eau, comme l'extraction, comme le raffinage de la matière première. On va rester avec vous, Maxime Bleskine, pour aborder le dernier volet de cette discussion, qui est la gestion des déchets. Alors, Voltaire transforme un produit en maximisant son réemploi. Néanmoins, vous générez des déchets, pas mal, ou des déchets de plusieurs sortes. Comment vous gérez ça ?
Ouais, donc pour expliquer un petit peu comment fonctionne notre process, nous on récupère des packs batteries, donc par exemple une batterie de vélo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démanteler ce pack pour dissocier tous les composants qui la constituent. Donc qu'est-ce que vous avez dans une batterie de vélo? Vous avez d'abord les cellules lithium qui ressemblent à des piles, alors qui sont rechargeables, c'est pour ça qu'on parle de batterie. Vous avez aussi une carte électronique, ce qu'on appelle un BMS, le Battery Management System. Vous avez ensuite du nickel qui sert à souder toutes les cellules entre elles. Et vous avez la coque, qui est souvent en plastique ou en aluminium, de la batterie. Donc nous, on dissocie tout ça. Et pour chacun de ces coproduits, en fait, et de ces co-déchets, on va se poser la question de qu'est-ce qu'on peut en faire avec le plus de sens d'un point de vue environnemental et d'un point de vue économique. Et en fait, on s'aperçoit que tout ça a une valeur, tout ça est revalorisable. Évidemment, nous, on ne va pas le faire en interne. On va nouer des partenariats avec des gens qui sont, dans un premier temps, capables de les réemployer, puisque c'est ce qu'il y a de plus vertueux. Et si le réemploi n'est pas possible, avec des gens qui vont les recycler pour pouvoir, encore une fois, éviter d'aller réextraire de la matière première ou la retransformer, etc. Donc, vraiment, l'économie circulaire, le réemploi, c'est essayer sur tous ces co-déchets, coproduits, d'essayer de le valoriser. Il y a des filières pour tout? Alors, dans ce que nous on fait, oui. Franchement, il y a des filières pour à peu près tout. Après, on ne traite pas toutes les batteries qu'il y a sur le marché, mais aujourd'hui, on arrive à peu près à tout réemployer. Mais il y a des rendements aujourd'hui qui sont encore assez faibles. Ne serait-ce que le recyclage de batteries, c'est des rendements qui sont de l'ordre de 70% sur certaines matières premières. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer ça. Et surtout, il faut se rendre compte que les taux de réemploi en France, toute catégorie de déchets confondus, je crois que c'est de l'ordre de 2%. Le taux de recyclage en France, toute catégorie de déchets confondus, ça doit être moins de 50%. Donc là où il faut travailler, c'est surtout rediriger ces gisements vers des solutions qui existent. Et ça, c'est générateur de valeur économique. On est dans un contexte où on parle beaucoup de réindustrialisation ou de désindustrialisation. En fait, la France et l'Europe sont en retard par rapport à beaucoup de nos concurrents sur plein de sujets, mais sur l'économie circulaire, on a la chance d'être en avance. Par contre, l'avance, elle est fine, et il faut la conserver. Donc il faut mettre des efforts justement pour renforcer cette économie circulaire, les acteurs de réemploi, les acteurs du recyclage, et on va créer des savoir-faire qualifiés, non délocalisables sur nos territoires, et ça va être bénéfique pour tout l'écosystème. Il y a des savoir-faire à créer sur le territoire qui pourraient vous accompagner, vous, et être complémentaires à votre activité? Ah oui, alors déjà nous, 100% de nos savoir-faire, c'est des choses qu'on a créées de toutes pièces. Enfin, je veux dire, ça n'existait pas le réemploi de batterie. Inventer vos savoir-faire. On invente au quotidien. Là, ce matin, on a inventé des savoir-faire. Non, mais littéralement. Donc on se lève le matin pour inventer des savoir-faire. Non, blague à part, ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous, on s'attache à nouer des partenariats avec des fournisseurs locaux. Donc ça va aussi développer des savoir-faire. Et après, l'industrialisation, ça passe aussi par des leviers comme la sous-traitance. Aujourd'hui, nous, on travaille avec des ESAT, donc de l'insertion professionnelle sur des sujets où, en fait, il n'y a pas forcément beaucoup de valeur ajoutée à l'internaliser. Et donc, oui, ça profite en fait à tout l'écosystème, encore une fois, et ça crée de l'emploi. Mathieu Billiard, la question des déchets, c'est une question dont vous vous êtes emparé aussi chez Appsel, avec une problématique, c'est que vous avez des matières qui sont difficilement recyclables ou réutilisables. Comment on travaille dans ces cas-là? Oui, mon métier, vous le disiez tout à l'heure, c'est de coller ensemble des matériaux. Alors, c'est à peu près le pire des cas. C'est-à-dire que si j'ai bien fait mon boulot, normalement, ça ne se décolle pas. et donc, quand on assemble des matériaux ensemble, le recyclage de ces matériaux est forcément beaucoup plus compliqué. Et là, on arrive à des sujets qui rentrent en confrontation, parce que si on veut faire de l'isolation, notamment phonique ou thermique, c'est un assemblage de couches avec des propriétés différentes. Et donc, quand on les assemble entre elles et qu'on les met, la difficulté de réutilisation ou de séparation est complexe. Donc, la première chose que l'on a faite, c'est de travailler énormément nos déchets. Donc, quand on dit ça, c'est faire en sorte que on soit au plus proche du besoin final du client pour lui livrer juste ce qu'il a besoin. Pour éviter, par exemple, nos métiers, on peut faire des rouleaux qui font 1 km de long.
sur lequel le client va les découper après, les mettre en forme. Quand il les met en forme, lui, etc., il y a énormément de chutes. On a rajouté ce service au sein de notre société, on a réussi à diminuer entre 20 et 25% les chutes. Donc c'est vraiment ce travail aujourd'hui que l'on peut faire à très court terme, c'est diminuer ses consommations. Le deuxième, sur du moyen long terme, c'est de travailler avec nos clients pour trouver des sandwichs qui soient eux-mêmes recyclables. Par exemple, si tout est polyester, eh bien, ça se recycle assez bien. Donc ça, c'est un travail sur du moyen long terme qu'on fait avec nos clients. Et sur du beaucoup plus long terme, il y a un gros sujet qui a une ambition assez forte, c'est d'avoir la capacité de ramener à l'atome. C'est-à-dire qu'en fait, on va venir rebroyer nos matières et on va, par sélection, les ramener dans leur configuration, j'allais dire, chimique d'origine. Ça, c'est des sujets qui ont déjà commencé à voir le jour. Il y a 2 laboratoires en France qui travaillent là-dessus. Les phases industrielles sont imaginées sur 7 à 10 ans, sur ces capacités. Mais je crois profondément à ça, c'est-à-dire que c'est une vraie réponse à la manière de recycler, de retraiter les déchets. Parce que quand ils arrivent et qu'ils sont ensemble, c'est très complexe, très coûteux de les reséparer. Hervé Dubosclar, vous vouliez intervenir ? Est-ce qu'on ne peut pas faire d'innovation à la conception de ces produits pour prévoir un réemploi ? C'était ce que je disais, le deuxième thème sur lequel on travaille avec nos clients, c'est la conception effectivement directement des produits qui sont utilisés. Là où on est confronté à des sujets, je ne vais pas citer le nom de la marque en question, quand vous êtes dans une marque de luxe et où l'image du produit est très attendue par le client, le changement, la prise de risque de l'industriel pour changer sa toile dessus, je peux vous dire que ça fait des années qu'on bosse sur le sujet. Et entre les valeurs affichées devant tout le monde et la réalité, il y a une grosse différence. Quand on est sur des usages qui ne se voient pas, par exemple de l'isolation thermique, on arrive à beaucoup mieux travailler ce sujet sur du moyen terme. Et c'est l'éco-conception sur lequel on attire l'attention de nos donneurs d'ordre et sur lequel on arrive à travailler. Mais et là encore, on se confronte entre la réalité économique à un moment donné d'un modèle, les bonnes volontés et la rapidité auquel ça se fait. Mais encore une fois, c'est quand même long que ça prend et en tout cas, on pousse là-dessus. Maxime Bleskine, vous vouliez intervenir ? Ouais, sur cette question de l'éco-conception, qui est vraiment le premier levier de la réduction des déchets. Alors, complètement aligné, c'est des moyens de R&D qui coûtent cher, potentiellement ensuite un prix de vente qui peut être plus important et qui peut refroidir le client et tout, mais il y a quand même des choses à faire qui coûtent rien, et c'est de travailler sur ne serait-ce que la mise à disposition des pièces de réparation. Là, donc, je vais parler de ce que je connais, à savoir les batteries. Aujourd'hui, réparer une batterie, c'est très compliqué parce que tout simplement les pièces détachées, les composants, déjà on ne sait pas où ils sont, enfin on ne sait pas lesquels ils sont, on n'a pas la notice, le mode d'emploi, et ensuite on peut pas les acheter. Je pense au MacBook, à Apple, qui d'ailleurs l'Union Européenne a légiféré là-dessus. C'est impossible de réparer un Mac. Alors il y a une entreprise ligérienne qui a réussi à faire des belles choses là-dessus, mais c'est très compliqué parce que les pièces détachées ne sont pas mises à disposition. Et donc en tant qu'industriel, en tant que consommateur, à l'échelle globale, on a quand même un travail à faire pour maximiser la durée de vie en travaillant sur la réparabilité. Et la réparabilité, c'est mettre à disposition les notices de montage, les carnets d'entretien, les pièces détachées. Et ça coûte pas plus cher, hein. Par contre, on va peut-être un peu moins vendre en tant que gros industriel, mais c'est quelque chose à accepter. Juste, je fais quand même de la pub pour Solution Eco, qui a une solution de partage et de réemploi, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais nous on trouve ça, on l'utilise beaucoup. C'est connecter tous les acteurs industriels ligériens pour mettre à disposition des déchets en fait, ou même du personnel, des locaux, etc. Et je recommande très très fortement parce que en plus d'avoir des bons coûts et des bonnes opportunités, vous rencontrez les gens à côté. Ça peut être même des synergies business derrière. Donc allez visiter la solution de réemploi et de partage de Solution Eco. Je voulais aborder une autre solution qui a été lancée en Maine-et-Loire, Mathieu, avec vous. C'est l'ADEC, initié par la CCI de Maine-et-Loire. Oui, concrètement, l'ADEC, son travail, c'est quoi ? C'est de l'économie circulaire. Et donc, c'est de mettre autour de la table
des industries, des entreprises, quelles qu'elles soient, de toute taille, des collectivités également. Et donc de partir du fait que les déchets des uns peuvent être la matière première de l'autre. Alors, entre nous, ils ont un peu copié Solutions & Co, certaines choses qu'on avait fait avant. Mais j'en vois certains qui disent oui de la tête, parce qu'ils ont passé pas mal d'énergie là-dessus. Mais on est d'accord, c'est le principe de toute façon de l'économie circulaire, il faut que les idées circulent, et donc tant mieux si on s'approprie, on a essaimé, exactement, et c'est le principal. Aujourd'hui, c'est à peu près un petit peu plus de 250 personnes qui sont sur ces collectivités, institutions, entreprises, adhérents, voilà, c'est le mot, qui sont dessus engagés sur ce sujet. Et en tout cas, je pense que c'est des vraies pistes de demain et d'aujourd'hui. C'est-à-dire, mais comment on passe encore d'un modèle qui passe du bon vouloir à quelque chose qui accélère, qui s'industrialise encore plus fort, qui arrive dans des volumes très importants. C'est tout l'enjeu de demain quand même. Laurent Bizien, Martin Technologies, vous êtes justement adhérent de l'ADEC. Vous avez une filière, vous, pour tous les déchets que vous générez, hein. Alors, une filière, oui, mais certaines filières amènent à de la déchetterie. Hein. Enfin, voilà, tous les déchets ne savent pas encore être réutilisés, réemployés et traités vraiment comme il se doit. Donc, nous, on travaille à l'exploration de ces filières-là pour... alors déjà, tous nos déchets sont triés à un niveau, des fois, je ne sais même pas comment on s'y retrouve, tellement on a de bennes différentes. Et vraiment, on mobilise du temps pour trouver ensuite les filières les plus adaptées pour ces déchets-là. J'ai un exemple en tête. La glacine, c'est le papier protecteur que vous avez derrière un adhésif. Pendant des années, c'est quelque chose qui partait en déchets, qui était totalement perdu. Depuis quelques mois, on a trouvé une filière qui nous permet d'en faire un matériau d'isolation pour l'habitat. Génial, quoi. Enfin, on a un déchet qui sert à quelque chose. On en a d'autres pour lesquels on n'a pas encore de solution. Et puis, alors là, c'est vraiment très récent. Notre parcours au sein de la CEC Industrie, la Convention des entreprises pour le climat, nous amène à explorer une filière de recyclage de l'aluminium. C'est quand même un matériau qui a beaucoup de propriétés de recyclabilité. Par contre, en termes d'émissions à la production, c'est juste une catastrophe dans les métaux. Et là, on est en train d'explorer des pistes avec un gros fondeur mondial pour être capable de... Nous, c'est à peu près 20 tonnes d'aluminium le déchet par an, qui sont... alors, on renvoie ça dans des filières, mais sans peur trop comment c'est réutilisé. Là, l'intention, c'est que ces 20 tonnes soient réutilisées pour refaire de l'aluminium avec les mêmes propriétés qu'on sera capable de réutiliser dans nos process. Et donc là, on est vraiment sur de la création de valeur sur ces déchets-là. Vous travaillez aussi en amont, hein, sur la production, sur ce que vous fabriquez, consommer moins de matière à la base. Comme Mathieu le disait, on est vraiment dans les mêmes logiques. Hein. Le principe de base, c'est on réduit les déchets. Hein. De toute façon, il faut faire le moins de déchets possible. Nous, on fabrique plein de petites pièces. Vous imaginez une petite pastille qui fait 1 cm de diamètre. On travaille sur des tôles. Donc, comment on met le maximum de pièces sur une tôle? Et j'ai découvert il y a quelques jours que mon équipe SI avait introduit un outil à base d'intelligence artificielle pour optimiser justement avec les prises de pince des procédés industriels qu'on va avoir derrière, hein, pour qu'on mette le maximum de pièces et qu'on soit capable d'avoir le squelette restant le plus faible possible. Mathieu Billard, vous vouliez intervenir? Oui, je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur la filière pour trouver comment on va faire sur les glacines. Alors nous, on en produit des millions de mètres, donc je sais le problème là-dessus. Ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on vit en ce moment, les coups de bord, on en parlait tout à l'heure, où on nous dit plus de CSRD, on repart dans l'autre sens, c'est dramatique, parce que l'énergie qui est mise par genre d'entreprise pour trouver des solutions, avant de les répercuter sur ces coûts, si demain on revient en arrière en disant on s'en fiche de tout ça, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Donc moi ce que j'aimerais, c'est qu'on ait des fois une ambition peut-être un peu moins haute des lois qui nous sont données, mais qu'on ait la capacité à les atteindre, plutôt qu'on les lance, que certains s'y mettent, et puis que tout d'un coup, quand on a dépensé énormément d'énergie, on nous dit bon, c'est bon, on arrête, on en parlera plus tard. Je trouve que c'est très compliqué, ça peut mettre des entreprises en péril, parce qu'encore une fois, c'est des coûts qui ne sont pas directement répercutables sur nos prix, et c'est de l'engagement citoyen, et ça, il faut faire vraiment attention. Est-ce que le mettre en valeur, cet engagement, ça paye au bout d'un moment, auprès des clients, auprès des fournisseurs, etc.
Ça devrait. Ça devrait. Il y a quelque chose qui se dégage en ce moment, c'est presque l'opposé. C'est-à-dire que si on regarde il y a 6 mois, ça paye. Si on regarde aujourd'hui le climat ambiant, c'est voilà. Et finalement, qu'est-ce qu'on vient nous embêter et l'effet Trump se glisse un peu dans toute la société et certaines actions des entreprises peuvent être mises complètement à l'opposé du but originel. Donc moi je suis sûr que ça paye sur du moyen long terme. En ce moment, dans la période dans laquelle on est, ça ne paye pas forcément. Donc là aussi, je pense que quand on est à la tête d'une entreprise ou d'une collectivité, on voit plus loin que chaque jour. C'est l'axe qu'on se donne, c'est la trajectoire que l'on veut aller. Après, on parlait tout à l'heure de sujets d'éco-conception, ce genre de choses. Quand on est sur ces sujets-là avec des partenaires, de toute façon, c'est des sujets sur plusieurs années. Donc ça veut dire qu'on s'engage, qu'eux aussi s'engagent et que ça va le faire. Mais voilà, il y a le court terme et le moyen terme. Hélène Fruipninck, la gestion des déchets, c'est aussi l'affaire des collectivités. À Angers, comment ça s'organise? Il y a quelque chose de très nouveau depuis 2024, c'est la gestion des biodéchets. C'est quelque chose qui est difficile à mettre en place à l'échelle d'une collectivité. Juste avant de parler des biodéchets, je ne peux pas m'empêcher de dire que le recyclage, il a été poussé aussi par le choc pétrolier qui a poussé à recycler le verre. Donc c'était face à une crise qu'on s'est mis à changer nos pratiques. Et à chaque fois, faut qu'il y ait une crise. Et ce qui est intéressant aussi, et ça va se retrouver dans le cas des biodéchets, c'est que finalement, on va vendre moins de matière parce qu'on réduit les déchets et on va vendre plus de temps humain. Donc on est aussi en train de changer là où on place nos dépenses ou nos coûts en fonction de comment on le voit. Ce qui n'est pas toujours évident pour les collectivités parce que les collectivités, on a 2 budgets très différents. Le budget de fonctionnement, qui sont les coûts récurrents de petit entretien, de tous les agents de la collectivité, puis les budgets d'investissement, pour lesquels on arrive bien davantage à avoir des soutiens, à remplir des appels à projets, à avoir des subventions. Quand on veut rentrer dans une logique d'économie circulaire, il faut un petit peu moins d'investissement et beaucoup plus de temps humain. Et sur le cas des biodéchets, c'est clairement ça. Développer le tri à la source des biodéchets, ça a été d'abord, on est sur un territoire qui est quand même proche de la nature, donc dans pas mal de communes, il y avait déjà un composteur au fond du jardin. Ça a été de proposer à tous ceux qui le voulaient un composteur gratuit pour qu'ils puissent composter dans leur jardin, puis ensuite de développer ce qu'on appelle des composteurs de pied d'immeuble, où on vient composter ensemble dans un même composteur avec un maître composteur et un accompagnement humain très fort de la collectivité pour vérifier qu'il ne reste pas l'élastique autour de la botte de radis qu'on vient mettre dans le compost. Et des gens qui viennent toutes les semaines disent « Ah zut, j'ai encore oublié d'enlever l'élastique autour de la botte de radis ». Donc ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup d'humains à mettre pour s'assurer que la qualité de ce qui est mis dans le composteur est bonne. Et puis, il y a aujourd'hui une dernière modalité qui se déploie à Angers, c'est d'avoir... Je pense qu'on en voit quelques-uns des bacs ici, des bornes où on peut venir sans qu'il y ait nécessairement de contrôle, déposer ses biodéchets, puis ensuite qui vont passer dans le cadre d'un process industriel. Tout ça, pourquoi on le fait? Parce que la poubelle grise à collecter, c'est vraiment une charge pour les collectivités. Aller mettre un contenu qui est très humide, comme les épluchures de carottes, dans un incinérateur pour produire de l'énergie, ça n'a pas grand intérêt. Donc c'est d'enlever toute cette partie humide qui est riche en carbone et en azote et qu'on peut arriver à valoriser avec différents procédés pour en faire une ressource riche en carbone et en azote qui va redonner des sols vivants sur notre territoire et permettre d'avoir un cercle vertueux et de recycler les nutriments. On n'est plus à la recyclage matière, on est au recyclage des atomes. On vient recycler le carbone, l'azote. Et maintenant, en développant aussi la collecte séparée de l'urine, qui n'est pas mon sujet préféré, mais ça se développe, recycler également le phosphore, qui sont absolument essentiels pour l'agriculture. Il y a un geste de tri ancien à Angers. Est-ce que cette antériorité, ça facilite la mise en place de ces choses-là? Et puis, une fois encore, est-ce qu'il faut informer, accompagner, montrer aux gens, faire preuve de pédagogie sur ces sujets-là?
Le premier, la première filière de recyclage, filière REP, responsabilité élargie du producteur, c'est celle des emballages, c'est la poubelle jaune. Et c'est vrai que plus on a été habitué à un geste, plus c'est facile d'en ramener un deuxième. Changer toutes nos habitudes la même journée ou la même année, on n'y arrive pas. Oui, cette année, c'est le 1er janvier, je fais plus ci, je fais plus ci, je vais faire ça, je vais faire du sport tous les jours. Ben non, trop de changements d'un coup, c'est pas possible. Donc effectivement, quand on a un premier geste qui est ancré, c'est bien plus facile d'en rajouter un deuxième, puis un troisième, et puis un quatrième, même si c'est sur la mobilité ou sur les éco-gestes du quotidien. C'est sûr qu'on ne peut pas faire la révolution écologique en un seul jour. Vous disiez tout à l'heure, on sait là où on veut aller, on ne sait pas trop quel va être le cap au quotidien, mais on sait qu'il y a une direction, et chaque territoire, chaque entreprise va prendre le chemin qui lui est propre en fonction. C'est pour ça que c'est important la concertation et d'écouter les habitants, mais en fonction de l'ADN, de l'ADN, de la typologie des habitants, à l'échelle d'une rue, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une ville, d'une agglo, d'un département. On n'a pas les mêmes réponses à apporter, on n'est pas exposé aux mêmes risques, on n'a pas les mêmes pratiques, on n'a pas les mêmes tempéraments, on n'a pas les mêmes cultures, et donc il faut aussi savoir qui on est, remettre. Les déchets, c'est vraiment une question de geste. Les déchets, nos déchets personnels du quotidien, c'est du geste de tri. C'est du comportement, c'est comment j'achète, comment je jette. On est vraiment dans une logique où il faut se rapprocher des sciences sociales, des sciences comportementales, pour arriver à comprendre qui on est. Et dis-moi ce que tu achètes, enfin dis-moi ce que tu te jettes, je te dirai ce que tu achètes et qui tu es. C'est un petit peu ça le sujet. Donc ça demande de se questionner différemment. On n'a pas les mêmes préoccupations. Alors en milieu rural, dans ce cas, c'est ce que disait Hélène Kruitnack. On ne travaille pas de la même manière, on n'aborde pas ces sujets-là de la même manière. On a les mêmes obligations. Hein. On a les mêmes obligations, certes. Du coup, en zone rurale, tout le monde a un jardin, sauf dans les hypercentres de bourg, mais ça n'a rien à voir avec la taille d'Angers. Donc effectivement, il y a des composteurs et on peut garder ces déchets sur place. On ne parle plus de les brûler, ça c'est interdit, mais on le voit encore malheureusement. Alors nous, on a besoin de s'organiser. On est une petite commune. Il n'y a pas très longtemps, moi je suis arrivé dans les années 90 dans mon village, il n'y avait pas encore de collecte de déchets, c'était dans un dépotoir. Donc ça a changé rapidement, heureusement, et en fait on ne peut pas le faire tout seul. En Joueur Métropole, pareil, on a besoin d'une structure départementale pour nous aider, l'État nous y pousse, c'est d'éviter d'aller vers des centres d'enfouissement. Il faut essayer de revaloriser, transformer, ou utiliser de la chaleur, transformer ça en chaleur ou en électricité. Donc nous, notre collectivité s'est approchée d'une collectivité, à transférer la compétence à une collectivité plus importante pour gérer, mutualiser. On arrive à faire des économies d'échelle pour nos habitants. Donc on mutualise et on envoie vers les mêmes centres de traitement. Après, nos collectivités, elles font surtout de la démarche, de la pédagogie auprès du public. Dans les écoles, par exemple. Hein. Dans les écoles, mais aussi auprès du public. On essaye de les attirer. On utilise les réseaux sociaux pour appeler le public à changer ses comportements. Et donc là, on rejoint, on est quand même proche de la ville, on a tous les mêmes médias, et donc on retrouve les mêmes outils pour sensibiliser les gens. Vous avez parlé aussi de tests. On a aussi des familles tests qui s'engagent sur des zéro déchets. Donc ils s'engagent et ça fait une vitrine, ils ont envie de communiquer et ça permet au moins aux personnes de se poser des questions, aux autres familles de se poser des questions, et quand on se pose des questions, on a déjà gagné un premier pas. C'est pas encore acquis, mais au moins déjà si on se pose la question, on a gagné quelque chose. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir... Maxime, vous vouliez intervenir. Pardon, alors je sais pas si c'est le mot de la fin, mais moi je pense qu'il y a ouais, alors je vais essayer de faire un peu positif. Je pense qu'il y a un changement de paradigme quand même à mener. Arrêter de voir des déchets comme des choses qui sont embêtantes, sont contraintes, il y a une réglementation, on est obligé d'eux, etc. La définition légale d'un déchet au sens du Code de l'environnement en France, c'est un produit dont son propriétaire a l'intention de se défaire. Donc quand on a dit ça, on se rend compte que c'est quand même des choses qui ont potentiellement encore énormément de valeur. Voltaire, son business model repose sur le fait d'exploiter la valeur résiduelle de ce qu'on récupère. Et donc moi je pense que même dans la sémantique, il faut qu'on réfléchisse à utiliser
d'autres mots. Nous, on ne parle pas de déchets, on parle de batteries usagées qu'on va réemployer. Le déchet, c'est l'aspect négatif du déchet, c'est quelque chose on va plus pouvoir rien en faire. On va le cacher, voilà. Mais donc le changement de paradigme, c'est quand on va comprendre qu'on est assis. Enfin, ce que je dis souvent, c'est que la plus grosse réserve de lithium au monde, elle est en Europe. Et elle est dans nos poches, dans nos téléphones, dans nos ordinateurs et tout. Et on n'a pas à rougir devant l'Australie, le Chili, etc. C'est nous qui avons le plus de lithium sur la planète. Il faut juste l'exploiter. Et on sait que le lithium a de la valeur, on en entend parler tous les jours. Donc la note positive, c'est qu'en Europe, on a de quoi faire, on a beaucoup de déchets, et il faut juste les réemployer. Voilà. Ouais, pas tous, mais en tout cas les batteries, oui. On va manquer de place. Merci à vous tous, en tout cas, d'avoir participé à ces échanges. Est-ce qu'il y aurait des questions dans le public? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé, des remarques? Ouais, Éric Groux qui voulait intervenir. Oui, enfin, je vais être bref parce que c'était très intéressant, mais je vois que l'heure avance. Juste à titre d'information, dans les pays nordiques, le mot déchet n'existe pas. Il y a les matières premières et ils appellent les déchets les matières secondaires. Hein, c'est intéressant. Et je voulais questionner nos intervenants sur... pour moi, c'est essentiellement un problème d'aménagement du territoire. Et je voudrais faire le parallèle avec le site de Kalundborg, où il y a eu un choix d'implantation d'entreprises, de telle sorte que s'il y a une entreprise qui, par exemple, a de la chaleur fatale, elle est réutilisée par une autre. De la même manière pour l'eau, s'il y en a un qui a de l'eau en trop, l'autre s'en sert pour laver, et ils remettent ça après dans un bassin, etc., etc. Et ils ont économisé 30% d'énergie et 30% de consommation d'eau. Je pense que c'est un modèle à reproduire. Encore faut-il que sur une zone, on mette des entreprises qui soient effectivement complémentaires, où il y a une boucle, un peu l'exemple de... Voilà, c'est l'idée. Qui veut répondre à cette... Alors, je trouve intéressant le concept et le principe. Une entreprise qui a 100 ans, elle fait comment? Elle déménage. Si elle déménage, elle va générer de nouvelles externalités en déplaçant son usine. Donc finalement... oui, mais voilà. Mais en fait, c'est applicable dans certaines situations. Effectivement, c'est des modèles qui sont intéressants quand il y a de la construction, quand il y a tout à créer. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, il y a un écosystème présent qui est très dense, qui est très fourni, en tout cas en France. Et il faut vraiment qu'on travaille sur des solutions... moi, je milite pour que les industries qui existent déjà se transitionnent, se transforment et le fassent vraiment, quoi. Et pas sous prétexte que je suis là depuis longtemps, donc j'ai pas les moyens. Le jour où je fais une nouvelle usine, ok. Donc il y a un enjeu de responsabilité des dirigeants, même quand on n'a pas de moyens. Nous, on est dans cette situation, hein, on a un modèle économique de sous-traitance, on est dépendant de nos clients. Ça n'empêche qu'on engage notre transition. Moi, quand... voilà, ma projection, c'est sur mes vieux jours, je serais capable de me retourner, de regarder mes enfants et de leur dire j'ai fait le max de ce que je pouvais avec les moyens dont je disposais. Et j'ai embarqué mes équipes, mes collaborateurs, mes enfants, leurs amis pour les transitions à venir. Vous alliez même plus loin en préparant cet échange. Vous disiez qu'il y avait même peut-être un jour des produits que vous ne feriez plus parce que ça n'aurait plus de sens. Aujourd'hui, la Convention des entreprises pour le climat nous a amené à une prise de conscience, c'est que quasiment 2/3 des produits qu'on fabrique doivent s'arrêter dans les prochaines années. C'est des produits qui, pour l'être humain et le climat et la planète, pourraient être vus comme n'ayant pas de sens. Donc maintenant, une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? On arrête 2/3 de nos activités? Non, c'est pas possible. Et puis si on les arrêtait, nos clients continueront à les acheter ailleurs, à d'autres acteurs qui, limite, s'en préoccupent un petit peu moins. Donc on a une vraie responsabilité de faire transitionner ce qui existe, d'accompagner nos clients pour comprendre ça aussi, et en même temps d'imaginer de nouvelles solutions, des services qu'on peut développer, quelque chose qu'on pourrait apporter au monde qui serait nécessaire et bénéfique. Maxime Bleskine.
C'était juste pour répondre, en tant que collectivité élue, je suis adjoint à l'urbanisme mais aussi à l'aménagement du territoire. Effectivement, là, nous, en tant qu'élus, on ne va pas remplacer les entreprises, on n'a pas un fonctionnement d'entreprise, mais on peut agir sur nos documents d'urbanisme. On est en pleine révision chez nous, dans notre collectivité, sur un plan intercommunal. Et du coup, on peut réfléchir et on peut encourager cette démarche vertueuse, essayer d'assembler des entreprises qui viennent. C'est du temps long, mais déjà c'est écrit dans des documents d'urbanisme. Comme on doit économiser la terre, arrêter de consommer des terres agricoles, naturelles et forestières, eh bien là on va essayer de rassembler et diminuer les surfaces et rendre cohérent ce partage des produits secondaires. Ouais, alors je suis personnellement un fervent aficionado de la perma-entreprise et de tous les modèles de ce type-là, même si c'est évidemment pas toujours facile à mettre en œuvre. Je pense qu'on touche aussi à un autre pilier de la transition qui est la sobriété, ou la frugalité, dit autrement, qu'on a quand même perdu de vue en Occident, en gros depuis le sortir de la Seconde Guerre mondiale, mais l'obsolescence programmée, le fait de changer son iPhone tous les ans, il y a quand même des questions qu'il faut se poser et je pense qu'il y a des business models à inventer autour de la réparation, autour du système D, autour de faire beaucoup avec peu. Voilà, donc je voulais quand même dire ça. Et puis autre sujet, c'est Mathieu qui le disait, mais ne pas se donner des ambitions qui sont trop lointaines, parce que quand on est au pied de l'Everest, des fois ça peut nous décourager, on en repart dans l'autre sens, quoi. Mais privilégier une politique des petits pas, un petit pas après l'autre, vaut mieux que pas de gros pas, quoi, tout simplement. On va dire le bénéfice des petits pas, c'est que c'est du temps court quand même. Donc on peut le faire, on peut le réaliser, on peut se retourner derrière, on peut embarquer du monde là-dessus, beaucoup plus que sur une réglementation avec des objectifs de décarbonation à horizon 2050. Aujourd'hui, personne n'y croit. Enfin, il faut quand même le dire. Voilà, et probablement personne ne va y arriver, donc surtout dans le contexte actuel. Mais donc voilà. Et encore un autre truc qui va dans le lien avec ça. Désolé, je m'arrête plus. L'aspect local, le territoire, l'agglomération, son voisin, c'est ça qui permet aussi, je pense, d'engager une dynamique qui, in fine, va changer les mœurs et peut avoir des effets qui sont macro très importants. Allez-y Hélène, on va conclure avec vous. Je voulais juste dire un petit mot. C'est ce qu'on fait quand on développe le réseau de chaleur urbain pour aller récupérer la chaleur fatale d'un site. C'est pas évident quand la ville elle est déjà très densifiée d'arriver à la reconfigurer pour arriver à lier les uns les autres, mais on a des initiatives comme l'ADEC ou d'autres qui permettent déjà de mettre en lien, et le jour où il y aura des opportunités, ces liens-là ils seront déjà portés à connaissance, et donc on lui dira tiens, à côté de chez moi le flux a changé, j'ai le droit de construire une extension de mon bâtiment, on bosse ensemble, on a du lien depuis des années, est-ce que tu veux pas venir t'implanter à côté ou te développer ou partager ou une autre. Donc voilà, à partir du moment où on crée du lien, et je pense que le circuit court, ça recrée du lien, ça redonne du sens. Et clairement, l'objectif de neutralité carbone ou tous les objectifs qu'on se donne à horizon 20-30 ans, il faut se les fixer parce que sinon on n'enclenche jamais la machine et on n'avance pas. Mais on voit bien qu'on aura tous du mal. Donc autant arriver tous ensemble avec les petits pas, avec des choses qui ont du sens parce qu'on va rencontrer nos voisins, l'entreprise à côté, on va apprendre à bosser ensemble et on va retrouver aussi du sens qu'on avait, je pense, un peu perdu en faisant les choses chacun dans son coin, sans parler aux autres et en faisant du jetable, de la consommation de masse à usage unique. Et je crois que aujourd'hui, même s'il y a des crises, même s'il y a des signaux qui sont pas très bons, je pense que quand même beaucoup de gens sont sortis de cette façon-là de consommer et de vivre au quotidien et ont enclenché d'autres façons de consommer qui se traduisent et qui vont percoler et rayonner à toutes les échelles, dans l'aménagement des territoires, dans les entreprises, dans la vie au quotidien avec ses voisins, même si ce n'est pas un pas de géant, mais au moins on avance tous ensemble. Et c'est ça qui est important pour moi.
Merci encore. Merci à vous tous.